Donc l'industrie pharmaceutique, en fait, elle connaît une crise depuis une vingtaine d'années. Les méthodes qui marchaient pour développer des nouveaux médicaments jusqu'à la fin des années 90, du type une maladie, une cible, une drogue, ne produisent plus les effets escomptés. Et développer un nouveau médicament, aujourd'hui, c'est un processus qui est long, qui est cher et qui est extrêmement risqué. Donc, par exemple, les chiffres qu'on donne, c'est qu'il faut à peu près 12 ans, 2 milliards de dollars pour développer un nouveau médicament avec une chance de succès de seulement 5 à 10%. Donc le nombre de mises sur le marché stagne, et ce malgré des investissements de plus en plus importants en R&D, des avancées technologiques et une meilleure compréhension des maladies. Donc du coup, ce contexte incite les industries pharmaceutiques à devenir plus créatives et à trouver de nouveaux leviers de croissance pour proposer de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients. Et donc une idée nous est donnée par un prix Nobel, donc Sir James Black, qui a reçu en 1988 le prix Nobel pour ses travaux sur les bêta-bloquants et qui a défendu l'idée que la meilleure façon finalement de commencer à découvrir un nouveau médicament, c'est de partir sur une molécule, sur un médicament déjà existant. Et donc c'est toute l'idée derrière le repositionnement de médicaments, puisqu'il s'agit de trouver des nouvelles indications pour des molécules qui sont déjà existantes, qui sont déjà développées, et des indications qui sont en dehors du scope pour lesquelles la molécule a été initialement développée. Donc les molécules peuvent être approuvées donc sur le marché, elles peuvent être en développement dans les pipelines des biotech ou des boîtes pharmaceutiques, ou elles peuvent avoir également échoué, donc c'est-à-dire qu'elles ont été arrêtées pour des raisons soit de safety ou soit de manque d'efficacité, et du coup ces molécules, on n'en fait aujourd'hui plus rien. Donc voilà, donc, comme on part sur des molécules qui sont existantes et à un stade plus ou moins avancé en termes de développement, il y a plusieurs avantages potentiels au repositionnement par rapport à un développement complètement des nouveaux, à savoir d'arriver plus vite auprès du patient avec des investissements moins lourds et moins de risques d'échec, par exemple pour des raisons de safety, si elle a déjà été testée lors du développement initial. Donc le repositionnement, c'est une vraie opportunité pour revitaliser les pipelines pharmaceutiques et c'est aussi une opportunité, par exemple, pour les maladies rares, pour lesquelles les initiatives restent limitées, et ce malgré des mesures incitatives des pouvoirs publics. Donc il y a eu quelques grands succès du repositionnement de médicaments qui ont été obtenus soit de façon un peu par hasard ou un peu opportuniste, soit par une meilleure compréhension des modes d'action. Et donc, un des plus grands succès qui est connu, c'est le sildenafil, donc c'est le Viagra, qui a été initialement développé dans l'angine de poitrine. Et donc, on s'est rendu compte pendant les essais cliniques qu'il y avait des effets secondaires qui n'étaient pas si indésirables que ça. Et donc, c'est là qu'ils ont eu l'idée de le repositionner dans la dysfonction érectile. Ensuite, il y a eu le thalidomide, donc, qui était donné dans les années 50 pour les femmes, donc pour la nausée des femmes enceintes, et qui a été un désastre sanitaire parce que ça a entraîné des malformations chez les nouveau-nés. Donc, il a été arrêté, on l'a oublié pendant des dizaines d'années. Et en fait, on s'est rendu compte de par ses mécanismes d'action qu'il pouvait être, et donc aujourd'hui, il est donné pour les myélome multiples, par exemple. Il y a le minoxidil qui a été développé pour l'hypertension et qui a été repositionné dans la chute des cheveux. Et donc nous, chez Servier, aujourd'hui, on développe le bumétanide qui était initialement un diurétique et qu'on essaie de repositionner dans l'autisme. Donc tous ces, alors ça c'est pas le bumétanide, c'est pas encore un succès, mais on espère. Mais du coup, tous ces exemples, en fait, en tout cas les trois premiers, ces exemples de repositionnement qui ont été un peu obtenus de façon sur des cas isolés, donnent envie de s'intéresser, de poser la question est-ce qu'il n'y a pas des façons un peu systématiques de faire du repositionnement de médicaments? Et donc là, il y a deux types d'approches. Le premier type d'approche, ce sont les approches expérimentales. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui est screening phénotypique au débit, on est capable de screener un très grand nombre de molécules contre un très grand nombre de modèles, soit cellulaires, soit animaux, de façon à, par exemple, en une seule étude, avoir entre différentes aires thérapeutiques, voir si une molécule peut avoir un effet dans l'une ou dans l'autre de ces aires thérapeutiques. Donc par exemple ici, vous voyez qu'on peut tester un médicament sur une étude dans du cardiovasculaire, de l'inflammation, de la neurologie, de la pain et métabolique. Et si on trouve que, par exemple, c'est dans la pain qu'on commence à avoir des résultats, on va pouvoir se dire que c'est peut-être là que le produit a potentiellement un potentiel. Donc les approches expérimentales, c'est très bien, sauf que c'est toujours demandeur en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'infrastructure et en termes d'investissement. Donc le deuxième type d'approche, du coup, qui va nous rapprocher du sujet de la journée d'aujourd'hui, donc c'est les approches computationnelles. Donc des approches computationnelles pour générer des hypothèses de repositionnement. Et ces approches, elles ont émergé de par l'accumulation massive de données, de plus en plus accessibles, de plus en plus structurées dans des bases de données qui sont soit publiques, soit propriétaires. Et du coup, ça a contribué à pouvoir développer des nouvelles approches systématiques in silico de repositionnement de médicaments. Donc pour comprendre ces approches, en fait, il faut comprendre la médecine comme un ensemble de systèmes interconnectés. Donc là, je m'excuse auprès de tous les biologistes et généticiens de cette salle pour cette représentation extrêmement naïve. Mais juste, voilà, en général, comment on peut représenter les choses, c'est que du coup, l'information génétique est contenue en majeure partie dans le noyau. Donc c'est cette information qui donne les ordres qui permettent à la cellule de fonctionner.
Donc cette information en fait est traduite transcrite de l'ADN à l'ARN, et donc c'est ce qu'on appelle l'expression de gène, c'est ce qui permet de faire sortir l'information du noyau. Cet ARN ensuite est traduit en protéines, et ces protéines vont interagir les unes avec les autres, soit entre elles, soit aussi avec des métabolites qui viennent de l'extérieur, dans ce qu'on appelle des réseaux biomoléculaires, ou ce qu'on peut appeler aussi aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle souvent l'interactome. Et donc ce sont ces interactions qui vont permettre à la cellule d'assurer des processus tels que le métabolisme du sucre, l'apoptose ou la division cellulaire. Et dans des conditions normales, en fait, on va avoir un état médical du coup normal. Maintenant, si on introduit une perturbation dans le système, en fait, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, comme typiquement une mutation, en fait, on va du coup induire un déséquilibre qui va avoir un impact sur l'ensemble du système. Et donc ça, c'est ce qui va malheureusement se traduire par des maladies. Et donc l'idée d'une solution donc, thérapeutique, d'une molécule, c'est d'aller corriger justement ce déséquilibre de façon à rétablir le système le plus proche possible de la normale. Maintenant, quand on introduit une molécule dans ce système, en fait, ça peut être également considéré comme une perturbation, et du coup, on n'échappe pas potentiellement à observer des effets indésirables, et le but étant, bien sûr, de les minimiser. Voilà, donc, une fois qu'on a dit ça, quels sont les différents moyens qu'on a aujourd'hui pour faire du repositionnement de médicaments à partir de toutes les données qu'on a aujourd'hui, de toutes les approches computationnelles qu'on a aujourd'hui? Donc déjà, il faut prendre une drogue, il faut connaître ses cibles. Alors soit les cibles, elles sont connues, elles sont dans des bases de données, donc tout le monde ici peut aller les récupérer dans les bases de données publiques, soit vous décidez de faire un petit peu de recherche dessus, et par exemple il y a des approches type virtual screening ou molecular docking qui vont permettre de faire des prédictions, c'est-à-dire on ne connaît peut-être pas toutes les cibles d'une molécule, et de voir s'il n'y a pas des cibles qu'on ne connaît pas, et de faire des prédictions par des conformations 3D pour identifier des nouvelles cibles. Ensuite, il faut savoir, concernant la maladie, quels sont les gènes ou quels sont les pathways. Donc, des pathways, c'est des ensembles de gènes qui interagissent, de protéines. Je fais des fois un peu le raccourci entre gènes et protéines, je suis désolé. Mais du coup, quels sont les gènes et les pathways qui sont associés aux maladies. Et donc ça, c'est pareil. Soit c'est connu, il y a des bases de données publiques qui vont vous donner des associations entre des gènes et des maladies ou entre des pathways et des maladies. Soit vous pouvez aussi faire de la recherche, du coup, interne de génétique, de génomique, pour identifier des nouveaux liens à ce niveau-là. Et donc une première façon extrêmement simple, naïve et directe de faire du repositionnement, c'est de dire si la cible de la drogue est elle-même en fait une protéine qui est codée par un gène qui est associé à la maladie, très naïvement, c'est peut-être par là que je peux commencer et dire qu'il y a peut-être potentiellement des opportunités de repositionnement comme ça. Maintenant, les associations entre drogue, protéines et maladies ne sont pas toujours aussi simples et directes. Et du coup, c'est là qu'on va passer par des interactions, par les réseaux biomoléculaires dont je vous ai parlé. Donc, typiquement, ça peut être des interactions protéines-protéines pour trouver des chemins qui peuvent exister pour faire le lien en fait, entre une drogue et une maladie, plus de façon directe, mais du coup, en trouvant, par exemple, des chemins, on va calculer des distances. Et donc pour ça, on utilise des réseaux. Donc on va mettre ensemble, typiquement ici, c'est un réseau, on a mis ensemble 6 000 maladies, 5 000 drogues et 17 000 protéines. Donc ça fait un réseau qui a à peu près 500 000 interactions. Et donc on va travailler dans ces réseaux pour essayer d'identifier les liens qui sont pertinents pour faire des nouvelles hypothèses de repositionnement, c'est-à-dire des nouveaux liens entre drogue et une maladie. Alors il y a une troisième approche qui va utiliser des signatures moléculaires, c'est-à-dire l'impact que peut avoir une drogue, à la fois les drogues d'un côté et une maladie de l'autre, sur des profils moléculaires. Donc en général, on va travailler sur des profils d'expression de gènes, donc de transcriptomique, dont on vous a beaucoup parlé aujourd'hui. Mais on peut avoir l'idée d'utiliser d'autres types de données comme des métabolites ou des protéines. Mais bon, là en général, on le fait sur l'expression des gènes. Et donc l'idée, déjà, c'est d'avoir une base de données d'impact des drogues sur l'expression des gènes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un très grand nombre de drogues, donc en général, c'est des milliers de drogues en même temps, sur des modèles cellulaires, et on va regarder l'impact qu'elles ont sur l'expression. Donc typiquement ici, vous voyez que la première drogue va sous-exprimer. En vert, c'est une sous-expression par rapport à l'état normal, et en rouge, en orange, ça va être une surexpression. Donc la première drogue va sous-exprimer le gène 1 et 2, et va surexprimer le gène 3 et 4 par rapport à une condition normale. Et donc là maintenant on a une banque en fait de profils moléculaires de drogue, et puis maintenant on peut, ça c'est ce qu'on fait assez couramment, tous les jours dans nos métiers, générer des signatures moléculaires de maladies, c'est-à-dire qu'on va comparer de la même façon des patients et des individus contrôle pour voir quelle est la signature moléculaire. Donc ici vous avez typiquement une signature moléculaire, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va screener cette signature contre la banque de drogue de façon à voir s'il n'y a pas des reverse matching, c'est-à-dire on va chercher un profil symétrique. Donc typiquement ici, je vous en ai mis une, et l'idée c'est de faire l'hypothèse que si une drogue a un profil moléculaire qui est réverse, qui est symétrique par rapport à la maladie, peut-être, alors ça reste une hypothèse qui peut être vue comme naïve, mais en tout cas, ça peut permettre de faire une hypothèse, peut-être que cette drogue va être capable de corriger la perturbation dont on a parlé tout à l'heure. Voilà.
Donc ça, c'est pour les approches, tout ce qui est moléculaire. Je vais sortir un petit peu de la génomique en partie, parce qu'une autre façon de faire du repositionnement, c'est d'aller regarder par les effets cliniques. Donc on l'a vu tout à l'heure pour le Viagra. Typiquement, dans les effets cliniques, en fait, on a des informations sur ce qu'on appelle des effets secondaires, qui sont souvent considérés comme des effets indésirables, mais qui peuvent néanmoins suggérer des nouvelles directions thérapeutiques. Donc typiquement, c'était le cas du Viagra, et typiquement, si vous avez dans un essai clinique, je sais pas moi, sur Alzheimer, une molécule qui a des propriétés hypotenseur ou hypotensive. Du coup, vous allez faire l'hypothèse que cette molécule pourrait éventuellement être repositionnée dans l'hypertension. Voilà. Donc, il y a énormément d'informations dans les effets indésirables des essais cliniques et voilà, qui est, à mon sens, assez peu utilisée aujourd'hui. Une autre source qui est de plus en plus discutée et qui est vraiment en plein boom, c'est tout ce qui est dossiers médicaux électroniques. Donc c'est en fait le recueil des informations de gens en vie réelle. En fait, donc c'est des bases de données qui peuvent contenir des millions de patients sur des suivis qui peuvent aller sur plusieurs années. C'est des bases de données qui en général sont extrêmement larges, extrêmement complexes, très peu structurées, donc c'est très difficile d'aller chercher l'information dedans. Mais vous pouvez éventuellement identifier des effets d'une drogue que vous n'aviez pas identifié par ailleurs sur des données en vie réelle. C'est par exemple comme ça qu'on a identifié que l'aspirine pouvait avoir un effet préventif sur le cancer du côlon, si je ne me trompe pas. Voilà, et en plus, là, on revient un peu à la génomique, parce que toutes ces données cliniques, en fait, de plus en plus, on les lie à de la génomique. Donc, c'est-à-dire que les dossiers médicaux électroniques, de plus en plus, on va les lier à des biobanques, donc on aura vraiment toute l'information, et on pourra vraiment faire un travail très complet et intéressant à partir de ça. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a réuni toutes ces informations, donc à la fois génomique, omics, clinique, génétique, tout ça, chimique, pharmacologique. Donc, une façon maintenant l'idée, c'est d'intégrer un petit peu tout ça et d'aller chercher des similarités sur différents domaines. Donc, typiquement, l'idée, c'est que si, par exemple, vous avez une drogue A qui est similaire d'une certaine façon, donc ça, c'est des algorithmes de machine learning qui peuvent vous le dire, parce que la similarité, on va la regarder sur des domaines très différents, qui peuvent être, par exemple, la chimie, les cibles, la signature moléculaire, les effets indésirables et tout ça. Si dans un sens la drogue A est similaire à la drogue B et que la drogue B est déjà donnée dans une maladie qui vous intéresse, peut-être que vous pouvez faire une hypothèse de repositionnement que la drogue A pourrait avoir un effet sur la maladie d'intérêt. Et de la même façon, si suivant différents critères, donc par exemple les gènes qui sont impliqués, les pathways, les signatures moléculaires ou les symptômes de maladies se ressemblent, vous allez pouvoir faire l'hypothèse éventuellement que deux maladies se ressemblent, et si la drogue A est donnée pour la maladie 2, alors vous allez faire l'hypothèse que la drogue A pourrait éventuellement avoir un effet sur la maladie 1. Voilà, donc pour faire tout ça, en fait, il y a quelques leviers à lever, quelques problèmes à dénouer. Donc pour moi, là, je vais dire des choses qu'on a déjà dites aujourd'hui, donc je ne vais pas non plus être trop long. Mais pour moi, le problème le plus important, c'est les données. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a énormément de données déjà publiques. Donc, quand on regarde la littérature sur le repositionnement, on voit citer 150 bases de données, donc c'est énorme. Et l'idée, c'est que c'est des bases de données qui contiennent beaucoup d'informations et qui sont sur des domaines extrêmement différents. Donc, d'aller récupérer toutes ces bases de données, de gérer les accès, de gérer leur intégration, de gérer les mises à jour, c'est un travail extrêmement conséquent. Mais pour moi, c'est limite le substrat qui permet de faire tout ce qu'on va faire ensuite. Ensuite, quand vous travaillez dans n'importe quelle, soit une entreprise ou soit dans un institut académique, il y a aussi des données propriétaires. Et donc là aussi, il faut connecter tout, on va dire, ce patrimoine, tout ce patrimoine public avec le patrimoine de l'entreprise. Et donc là, c'est pas forcément simple parce que il y a tout ce qui, c'est des données qui en général sont pas forcément structurées pour des raisons historiques comme elles pourraient l'être, et donc les connexions ne sont pas forcément simples. Et on va sortir aussi à tout ce qui est la régulation sur la protection des données, donc GDPR, même si donc, de plus en plus on va avoir des méthodes d'anonymisation qui vont quand même nous permettre de travailler, mais au jour d'aujourd'hui, ça reste assez compliqué et fastidieux. Alors j'avais fait une slide sur l'intelligence artificielle, mais vraiment beaucoup de choses ont été dites avant. Ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est divisé en différents sous-domaines, et que les deux domaines, qu'en tout cas moi, de par mon expérience, on utilise le plus pour tout ce qui est drug discovery et development, et donc repositionnement, c'est ce qui est machine learning, donc pour apprendre et prendre des décisions, et c'est ce qui est natural language processing, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher des informations dans des documents scientifiques ou dans des bases de données non structurées. Donc on parle souvent de révolution de l'AI, trop souvent. Je pense que comme beaucoup ici, en tout cas moi je considère qu'il n'y a pas une révolution, en tout cas aujourd'hui, de l'intelligence artificielle et des méthodes d'analyse en tant que telles. Je le vis plutôt comme une amélioration continue de méthodologies que j'utilisais déjà il y a 20 ans. Mais par contre, il y a une révolution des données, ça c'est clair. C'est-à-dire que l'accès aux données, leur complexité, leur dimension, leur hétérogénéité, les liens entre eux, là par contre c'est une vraie révolution, et c'est vraiment un bottleneck aujourd'hui pour être capable de faire sortir tout ça en sens.
Donc pareil, j'ai entendu un petit peu ça. Ces méthodes, ces algorithmes ne remplacent pas aujourd'hui les scientifiques. Et au contraire, je pense qu'elles leur donnent beaucoup plus de travail. Parce que la capacité de générer des hypothèses in silico est bien supérieure, je pense, à la capacité qu'ont les êtres humains à valider, à consolider, à interpréter ces hypothèses, qui est bien supérieure à notre capacité à les valider expérimentalement pour des raisons de coût, d'investissement, de temps. Voilà, ça ne remplace pas, mais en plus ça donne en tout cas beaucoup plus de travail. À l'avenir, j'espère que toutes ces méthodes algorithmiques d'intelligence artificielle, machine learning, tout ça vont permettre de réduire le temps passé par les humains sur des tâches sans valeur ajoutée. Et donc l'espoir, c'est que ça va leur permettre, ça va leur faire sortir des informations auxquelles ils n'auraient pas pensé. Ça va leur permettre de se concentrer sur l'essentiel et de prendre des meilleures décisions. Donc ça aussi, c'est un peu des choses qu'on a entendues aujourd'hui. Donc pour conclure, le repositionnement de médicaments par des approches computationnelles, c'est un sujet qui est en pleine expansion depuis une dizaine d'années. Pour moi, les deux gros leviers à résoudre, c'est l'accès aux données, leur intégration, et puis la validation, l'interprétation des hypothèses. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, de produits sur le marché qui aient été obtenus par ce type d'approche, mais on a de plus en plus de produits qui atteignent des phases cliniques type phase 2, phase 3. Et donc, à l'époque où j'étais à Pharnext, on avait travaillé sur une combinaison de 3 produits qui a montré des effets positifs en phase 3. Donc, voilà, déjà, ça, c'est une réalisation assez importante pour ce type d'approche. C'est donc un domaine en pleine expansion, à la fois le repositioning par les approches computationnelles, mais ne serait-ce que le repositioning en soi. Il y a de plus en plus de publications sur le sujet, il y a de plus en plus d'intérêt dans les conférences, donc il y a de plus en plus de sessions dans les conférences, ou alors il y a même des conférences qui sont dédiées à ce sujet, donc là je vous en ai mis une. Et au niveau industriel, il y a un écosystème qui est en train aussi de se structurer, donc à la fois par des compagnies qui vendent des services spécifiquement dédiés autour du repositionnement, soit des compagnies type intelligence artificielle ou alors des compagnies qui font des approches expérimentales. Mais en tout cas, il y a des compagnies qui vont vendre du service là-dessus. Il y a des biotech qui sont en train de proposer, développer des produits qui sont issus du repositionnement. C'était le cas de Pharnext. Et puis les industries pharmaceutiques, en fait, s'intéressent depuis plus ou moins longtemps en fonction desquels on parle, mais en tout cas s'intéressent à ça parce que ça leur permet d'identifier vraiment le potentiel des produits qu'ils ont en interne du pipeline et de voir comment ils peuvent orienter des stratégies de développement. Donc c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour elles. Donc je remercie toutes les personnes que j'ai pu croiser durant mon parcours depuis la Génopole et qui ont en un sens contribué à ce travail, à cette connaissance-là. Voilà. Et puis si vous avez des questions. Quelqu'un voudrait-il s'adresser Je vous passe le micro. Oui, bonjour, Jean-Yves Trosset, Biotech. Merci pour la présentation. Une petite question. Dans tout ce travail de repositionnement, est-ce que vous avez, est-ce que ça peut déboucher à une sorte de vérification de la qualité de la molécule de référence? Vous voulez bien nous rappeler qui vous êtes? Jean-Yves Trosset, Subbiotech. C'est-à-dire que quelque part, vous dépassez le problème. Admettons que vous soyez vraiment... on y arrive très fort à repositionner. On a toutes les techniques de data mining, il n'y a aucun problème. Et on dépasse le problème à se dire, la molécule qu'on va copier, est-ce qu'elle est bonne? Et la question que je pose, est-ce qu'on est capable par hasard d'inférer, d'apporter des informations sur la qualité de cette molécule en question? Alors, du coup, je pense que je ne suis pas tout à fait apte à répondre à votre question parce qu'à mon avis, ça touche des domaines que je pratique pas en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que c'est un domaine qui peut éventuellement être associé à tout ce qui est chémo-informatique, chimie. En fait, où effectivement, on va peut-être voir qu'en fonction de la structure moléculaire, effectivement, qu'on va tout associer ensemble, peut-être qu'en fonction d'intégrer la chimie, ça va permettre effectivement de voir s'il n'y a pas des structures, même si elles sont proches, qui peuvent avoir un impact plus important. Pour moi, là, on serait vraiment sur de la chémo, de la chémo-informatique. J'avoue que c'est un peu un des domaines que j'ai pas encore, en tout cas, abordé sur cette question globale du repositionnement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est... Il peut en être question. Ah non, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Oui, mais vous, je veux dire... Chez Servier, justement, il y a des départements qui font ça très bien. Donc c'est des gens avec qui on va commencer à discuter tout ça. Donc effectivement. Par contre, chez Servier, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est pour ça. Il y a un an. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des boîtes qui se positionnent sur le fait, qui s'appelle du upgrade de molécules, c'est-à-dire sur le fait d'améliorer des molécules. C'est-à-dire que potentiellement, des molécules, elles ont une certaine efficacité, mais elles peuvent être améliorées. Du coup, il y a des boîtes qui se positionnent, d'ailleurs je ne l'ai pas cité là, mais sur le sujet du repositionnement, en disant, on va vous upgrader votre molécule, elle sera plus efficace, plus spécifique, elle sera entre guillemets meilleure, moins d'effets indésirables, tout ça. Mais aussi, en termes d'IP, c'est hyper intéressant, parce que forcément,
un des gros problèmes, j'en ai pas parlé là, mais autour du repositionnement, c'est l'IP. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait... Propriété industrielle. Pardon, excusez-moi. La propriété industrielle, donc les molécules, elles sont, enfin, forcément, c'est des questions industrielles. Donc si on peut pas l'utiliser ou si tout le monde peut l'utiliser, ça a moins d'intérêt. Et justement, d'aller sur une structure chimique un peu différente par ce type d'approche, donc à la fois améliorer l'efficacité bien sûr, réduire les effets indésirables, mais en même temps, pour des questions d'IP, c'est des approches qui sont tout à fait pertinentes. Et, oui, tout à fait. Oui, une petite question dans votre dernière diapo, Charbel Maroun et sa BNP. Celle-là ? Celle d'avant. C'est celle d'avant ? Ah. Supposez que je n'ai pas la malarie, je n'ai pas le diabète de type 2, je ne suis pas asthmatique, je n'ai pas HIV, donc des maladies pour lesquelles ces drogues ont été initialement destinées. Si je prends ça pour une autre maladie, qu'est-ce que ça va faire ? Alors en fait, là, ça doit poser un problème. Alors là, du coup, ça vaudrait limite 1 heure pour parler de ce sujet-là, parce que mais c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, déjà, une drogue, elle n'a pas forcément qu'une cible, elle peut en avoir plusieurs. Une cible n'a pas forcément qu'une fonction, elle peut en avoir plusieurs. Et du coup, ce qu'on va utiliser, c'est ces leviers-là. C'est-à-dire que potentiellement, à des doses différentes, peut-être qu'il y a une dose très élevée. C'est typiquement le cas du baclofène, qui est très élevé aujourd'hui, a été donné sur l'alcoolisme. Nous, on l'utilisait pour une maladie neurodégénérative sur des doses extrêmement faibles. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas une relation simple du genre une drogue, une fonction, une dose. C'est-à-dire qu'on a quand même un panel de paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer pour adapter la drogue au but qu'on veut atteindre au niveau du patient. Voilà. On joue sur la dose. Voilà. Mais ce n'est pas une question de dose. Maintenant, non, mais après, ce qu'il y a aussi, après, c'est plein de questions en une, mais ce qu'il y a aussi, c'est que des effets indésirables dans une maladie ne vont pas l'être dans une autre, en tout cas, vont être moins importants. Typiquement, pour une maladie chronique, on va faire extrêmement attention à tous les effets indésirables. Pour une maladie qui est grave, létale, où les patients, malheureusement, meurent dans les 2-3 ans, on va être un petit peu... peut-être moins regardant sur les effets indésirables. Donc c'est là aussi où le travail il se fait. Donc en fait, ce que vous dites, la question est très intéressante, mais il y a beaucoup de dimensions autour de ça qui font... Parce que si j'ai pas hypertension, donc on me donne une drogue qui était destinée pour l'hypertension, mais qui est maintenant a été repositionnée. Alors typiquement pour le minoxidil dans l'hypertension, c'est pour ça qu'il est donné... Donc hypertension et pour la chute de cheveux. C'est pour ça qu'ils disent que le minoxidil, il ne faut absolument pas le boire. Hein. C'est concerné tous les trois. Voilà. Donc il y a aussi la formulation. C'est pour ça que je vous dis que votre question est vraiment pertinente, mais il y a tellement de paramètres qui rentrent justement pour que le médicament la repositionne, mais il faut qu'elle soit adaptée sans créer d'effets indésirables. Et donc ça, c'est vraiment une question qui est extrêmement complexe, qui prend beaucoup de paramètres, mais effectivement, c'est extrêmement pertinent, je suis d'accord. Alors il y a Madame devant qui demande le micro. C'était dur. Bonjour, Naït Sadi, Institut Pasteur. Justement, vous dites que c'est une question intéressante, mais moi je pense qu'elle est centrale, cette question, parce qu'on souhaite tous savoir comment se passe concrètement ce repositionnement. Est-ce qu'on prend des datas de l'essai clinique qui a valu l'AMM à la drogue initialement? Est-ce qu'on refait un essai clinique avec une nouvelle hypothèse, ce qui est scientifiquement appréciable et souhaitable? Alors là, par contre, du coup, là, moi, je suis vraiment sur la génération d'hypothèses. Donc, on est vraiment... moi, mon sujet, c'est comment on identifie des nouvelles idées, en fait, pour les chercheurs et pour... Ensuite, la drogue, en fonction de où elle en était, elle repart dans un stade d'expérimentation et de développement. C'est-à-dire qu'effectivement, elle n'est pas donnée aux patients. Il y a des développements cliniques. Alors, en fonction de... Effectivement, une drogue qui est déjà sur le marché, on va faire quelques manipulations précliniques expérimentales pour valider l'hypothèse, déjà. Et ensuite, on va peut-être éviter les phases 1 si jamais elles ont déjà été faites. Et ça peut servir pour plusieurs projets. Oui, mais avec une hypothèse autre. Non, mais c'est là où c'est complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est cohérent, les phases 1 peuvent être extrapolées, on les garde. S'il faut en faire d'autres, si ce n'est pas la même population, par exemple, c'est des personnes plus âgées ou des personnes ou des enfants ou quoi, là, on va refaire des phases 1. Effectivement, on peut... de toute façon, il y a un développement... mais là, on sort un petit peu de ma... c'est ce qu'on a fait chez Farnex, mais il y a un développement... qui est extrêmement complet et les agences sont extrêmement rigoureuses par rapport à ça. Voilà. Et du coup, où est le gain de temps, où est le gain d'argent, Alors, en pratique, le potentiel, c'est pour ça que je dis le potentiel, parce que c'est pas toujours vrai, je pense même que c'est pas forcément, mais on dit que le potentiel du repositionnement, c'est un gain de temps, un gain d'argent et un risque moins élevé. En pratique, ça aussi, il faudra le vérifier, parce que moi, de mon expérience, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire qu'on repart dans des développements et les agences réglementaires demandent 2 phases 3. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais comme n'importe quel produit. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent aller plus vite.
Mais en tout cas, le développement du médicament reste quand même très rigoureux et surveillé par les agences réglementaires. Donc, voilà. Alors, j'ai une petite question, c'est que vous étiez donc chez Farnex, start-up, société qui monte, chez Génopole, avec tout ça très intégré entre la biologie, l'informatique. Et vous arrivez chez Servier, qui est une entreprise qui a tout un passé, toute une histoire. Oui. Et vous arrivez avec cette innovation et vous leur dites, voilà, moi je vous propose, on va faire du repositionnement, et on va faire ça en utilisant des outils numériques. Comment est-ce qu'il y a un choc des cultures là, ou comment est-ce que ça se passe la rencontre? Donc, alors déjà, c'est pas moi qui suis venu chez Servier pour proposer ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens depuis très longtemps chez Servier. D'ailleurs, on a Céline dans la salle qui dirige la bioinformatique. Il y a des gens, il y a des départements de bioinformatique, de computational biology, de statistique, de machine learning. Donc, il y a quand même toute une communauté. Il y a une communauté. Après, c'est vrai que sur la question du repositionnement, c'est nouveau, mais ça a été un peu la rencontre de différentes personnes. Donc, pour le coup, voilà, c'est comme toute chose dans une compagnie, enfin, dans un système en place, c'est beaucoup d'énergie pour aller sur des nouvelles choses, mais en tout cas, je trouve que les gens sont quand même extrêmement ouverts. Et c'est justement, c'est une question moi, que j'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement multidimensionnelle. Comme je vous ai dit, il y a les approches computationnelles, il y a après l'expérimental, il y a la propriété intellectuelle, tout doit être mis en même temps. Il faut évangéliser du coup. Comment ? Il faut évangéliser. Non, mais il faut discuter et il faut être sûr d'avoir les bonnes personnes dans la discussion, sans non plus, dès qu'on est trop après, on n'arrive plus à avancer. Donc c'est vraiment un équilibre entre tout ça, avoir les bonnes personnes et bien discuter avec les différents métiers. Okay. Je sais pas si...